à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle je vais faire un petit point sur la campagne que je suis en train de faire jouer, les masques de Nyarlathotep. Campagne qui jusqu'à maintenant, nous sommes au chapitre 2 à New York très exactement, tient ses promesses. Alors je rappelle pour ceux qui découvriraient cette suite de vidéos sur la campagne sur le tour de partie en fait, que nous jouons maintenant depuis quasiment le début de l'année. On a un rythme, c'est un choix, on a essayé de jouer plutôt moins en soirée, mais donc en après-midi le dimanche, et de faire une partie par mois. Généralement, on se connecte vers 13h30 et on se dit qu'au max, grand max, à 18h30, c'est plié. Généralement, on arrête avant. Je choisis un moment où il y a l'opportunité de couper des scènes. Là, je crois que samedi dernier, c'était à 17h35. Voilà, parce que j'estimais que c'était le bon moment pour couper. Bon, voilà, puis des fois, on reste un peu pour discuter les uns les autres. Alors, il y a 10 joueurs. Bien sûr, on joue avec les règles de Call of Cthulhu, version anglaise, dernière édition de chez Chaosium, et également avec la campagne dernière mouture en anglais. C'est toujours chez Chaosium qui n'est pour l'instant toujours pas traduit en français. Et voilà, donc voilà, ça implique que toutes les aides de jeu, notamment tous les hangouts, les indices que les joueurs trouvent, sont en anglais. Ça rajoute une petite sauce supplémentaire. Il y a un petit temps de déchiffrage parfois. Des fois, ils sont obligés de relire. Je trouve que finalement, c'est un challenge assez intéressant. Alors, il y a 6 joueurs à la table. Bon, déjà, ça me confirme dans une chose, c'est que le système de Cthulhu, très proche du basic role-playing game system de chez Chaosium. C'est-à-dire que c'est un moteur de base avec lequel ils ont motorisé tous leurs jeux, que ce soit RuneQuest, Pendragon, Pendragon, l'appel de Cthulhu, etc. Et puis après, dans chaque jeu, ils ont fait des petits ajustements, tels que la santé mentale pour Cthulhu, les passions dans Pendragon, etc. Et bien en fait, ce système, aussi basique soit-il, il a il a plein d'avantages, notamment, je pense, sur ce genre de campagne type jeu à enquête, roleplay, où finalement, on n'est pas dans du médiéval. Donc le combat, c'est une différence avec des armes à feu. C'est forcément très vite létal, parce qu'une arme à feu, ben voilà, quand vous prenez une bastos, vous pouvez pas en prendre 10. Donc il y a voilà, une convention, une atmosphère qui se met en place. Les combats sont rapides, cinématiques. Le fait que les pourcentages dans une compétence, dans les skills des joueurs, sont en fait indiqués en pourcentage, les chances de réussite, c'est aussi très parlant. On a un joueur à la table qui connaissait pas trop, c'est à lui que je pense, il n'a aucun problème, il voit tout de suite dans quelle matière, entre guillemets, dans quel domaine il est fort, il est susceptible de briller, et les domaines où il vaut mieux pas s'y aventurer, mais bon, il peut quand même tenter, mais voilà. Ça parle à tout le monde, c'est pas comme un plus 2 ou un plus 4 sur un jet de 1 des 20, voilà, où ça parle à personne. On n'a pas toutes les scories qui ralentissent pour pas grand-chose, parce que finalement, c'est souvent les mêmes trucs qui reviennent, tout ce qui est dons, etc. Des jeux médiévaux, moi j'en pouvais plus de ça. Voilà, voilà, ça fait partie. Un des trucs pour moi qui finit par être rédhibitoire, même dans la cinquième édition actuelle. Et du coup, de par aussi les tropes de narration, le fait que ce soit une enquête, etc., on a des joueurs qui sont beaucoup plus dans le nerf de la guerre, quoi, à savoir le roleplay. C'est quand même le but du jeu, hein, c'est du jeu de rôle qu'on fait, c'est pas du wargame, c'est pas du jeu de plateau, bien sûr c'est plaisant de jeter le dé, d'arriver à se débarrasser d'un adversaire, etc. Mais c'est quelque chose qui vient plus dans la narration, et donc qui dit narration, dit psychologie des personnages, jeu de rôle, et voilà, roleplay. C'est un bain de jouvence, perso, voilà, je suis parti parce qu'il y avait un petit moment que j'avais déjà essayé de la faire jouer 2 fois, cette campagne, dans des éditions antérieures, notamment la première version refaite de Sans détour, avant qu'ils fassent une version ultime, voilà.
J'avais trouvé, c'était pour de la V6 d'ailleurs, je crois. Et j'avais trouvé bien, là c'est encore peaufiné, là c'est encore pris d'écran. Même si je pense pas que ça ait changé beaucoup, il y a un chapitre d'introduction. Après l'écran, à mon avis, ils sont surtout sur ce qui se dégage des bouquins et tout ça. Et bah, c'est bête comme chou, mais quand vous allez devoir masteriser, le support sur lequel vous prenez vos infos, il vous met dans un mood, dans une ambiance, dans un état d'esprit qui est soit facilitant, soit contrariant. Et je dois dire que là, à l'appel, même si l'anglais c'est pas ma langue maternelle, bah, malgré la barrière de la langue quelque part, les illus, tout ça, tout ce qui se dégage de cette collection, là, les nouveaux volumes, les derniers, ben en fait, elle me met dans un super mood. Voilà. Là, ça fait déjà plusieurs séances assez longues qu'on est sur New York. Euh, c'est la troisième ou quatrième, je crois pas dire de bêtises, séance sur New York. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette séance? Bon, ça s'est très bien déroulé. Moi, je pense même que depuis le début, le préquel au Pérou et le premier chapitre New York, depuis le début de l'année qu'on joue, je pense que c'est la meilleure séance qu'on a faite. Et quand je dis meilleure, c'est-à-dire, à mon avis, la plus satisfaisante en termes de fun, de participation et d'éclate pour le plus grand nombre de gens à la table. Je pense que tout le monde a kiffé la séance, euh, la séance qu'on a fait dimanche. Il y a eu une espèce de mayonnaise caprice. Voilà. Alors je pense que c'est lié à plusieurs choses. Déjà le moment où ça intervient dans le chapitre, savoir, comme je vous dis, c'est la quatrième séance où on est à New York. Donc il y a quand même une atmosphère qui est posée. Il y a quand même eu les séances où quand vous arrivez quelque part dans un nouveau décor, quel que soit le jeu et la campagne, bah, il faut découvrir qui habite là, comment ça se passe, etc. Là, ils ont déjà un peu leur marque à New York, même si là, bon, ils étaient un peu poursuivis, ils ont dû un peu revoir des choses. Donc tout le monde est bien dans le truc, le décor, il parle à tout le monde, il parle à tout le monde, l'intrigue est déjà bien lancée. Et du coup, voilà, ça a pris tout de suite. Les joueurs ont fait, ils me régalent en roleplay. Ils ont tous, on a de la chance parce qu'il y a il y a des joueurs, il y a vraiment des vétérans qui jouent un peu comme moi depuis fin des années 70, et puis des joueurs qui sont mis beaucoup plus récemment. On a des joueurs qui jouent beaucoup régulièrement et des joueurs qui n'avaient pas joué depuis un petit moment. Et en fait, l'ensemble fait que il y a une particularité qui fonctionne bien sur chaque en fait, protagoniste. Alors d'une part, les PJ, les prêts-tirés, moi je les trouve très très bons. À la limite, il y aurait peut-être à peaufiner, mais finalement je me rends compte que ils ont réussi le tour de force en donnant des éléments aux joueurs qui ne sont pas des éléments qui vont les enfermer. Et en fait, quand on crée des pré-tirés, des fois on pense qu'il faut mettre plein d'interactions, expliquer qu'en fait il a une dent contre quel joueur, etc. Mais le risque, c'est que, bien sûr, dans un premier temps, ça va être facilitant pour le joueur qui va devoir bâtir la psychologie de son personnage et son roleplay, mais dans un deuxième temps, ça va l'enfermer. Et le joueur hésitera d'autant à rajouter lui-même des éléments. Là, le fait de mettre vraiment les grandes lignes, mais des grandes lignes, j'allais dire, qui sont très fertiles en fait. Et ben en fait, ça, voilà, c'est les petites graines et le joueur il va pouvoir choisir de un peu jouer au jardinier. Je fais pousser celle-ci, je pousse un peu celle-là, celle-là m'intéresse moins, je me la mets en réserve pour plus tard dans la campagne. Voilà, il y a une possibilité de dans la mise en scène pour les joueurs, d'un peu temporiser, choisir selon les moments de la campagne. Et il y a d'énormes choses à faire en termes d'interprétation, en termes de kiff. Au-delà du côté enquête de la campagne, enquête-action qui fonctionne très bien, hein, puisqu'on est un peu dans le meilleur des mondes entre Indiana Jones et Agatha Christie ou Sherlock Holmes. On a à la fois de l'enquête, on a à la fois du truc un peu surnaturel, bien sûr ça va augmenter dans les tours au fur et à mesure que la campagne avance, et puis on a aussi un petit côté, selon les destinations, qui est très exotique, voire un peu aventure, Indiana Jones, voilà. Donc ça, voilà, c'est le dosage, voilà, c'est aussi, je pense, pour ça que cette campagne marche bien, c'est qu'ils ont réussi à faire, bon, voilà, ils ont pris un truc et ils ont dit, on va balayer le spectre très très large, et on a quelque chose avec de la ville, du désert, voilà, il y a de tout, il y en a pour tous les goûts, aux joueurs et aux maîtres de jeu d'arriver à doser ça. Et il y a le fait aussi que donc les joueurs, les pré-tirés, je reviens donc je pense qu'il a bien marché,
dans les interactions et le roleplay, c'est que les joueurs, ben forcément, c'est des personnalités différentes. Donc ils viennent coller sur ces petites graines fertilisantes du background de leur pré-tiré, ils viennent coller leur touche personnelle qui amène encore des degrés. Et voilà, moi je me régale. Euh, je me régale parce qu'il y a des joueurs que je connais pas trop. Bon, autant il y a un joueur qui est un fidèle comparse avec qui on joue depuis des années. Donc lui, on se connaît bien et c'est agréable parce qu'il y a une connivence. Mais les joueurs qu'on découvre, c'est aussi très intéressant de découvrir comment, ah bah tiens, je pensais comme ça, mais en fait, je vois que là, il réagit comme ça. C'est très, très intéressant, très enrichissant. Et l'autre chose dont je voulais un peu parler, que je trouve euh, qui fonctionne très bien. Et c'est presque un conseil que je donnerais aux maîtres de jeu qui voudraient se lancer dans cette campagne, c'est que quand on commence à avoir joué 3 4 séances dans un lieu, parce que les chapitres en fait correspondent à des lieux, avec les PNJ, le décor, on est beaucoup plus à l'aise en tant que maître de jeu. Et là, je veux dire que c'est peut-être une des premières séances où j'étais vraiment détendu, quoi. Pas trop de pression. Parce que voilà, j'étais moi-même dans le truc de lire. Quand vous prenez en main le chapitre, il y a énormément de PNJ, il y a toutes les intrigues, tous les indices, toutes les relations, qui sont pas d'ailleurs forcément si explicites que ça. C'est en relisant tel paragraphe que vous comprenez qu'ah oui, en fait, du coup, s'ils font ça d'abord, ils vont pouvoir aller là après. Tout se met en place dans votre tête, mais il vous faut du temps. La première séance que vous allez faire, en plus, vous devez à chaque fois véhiculer un peu, enfin, donner aux joueurs des éléments sur le décor et sur l'intrigue à ce moment-là de la campagne. Donc vous êtes un petit peu, c'est assez contraignant pour le maître de jeu, vous avez une marge de manœuvre. Alors vous vous faites plaisir parce que quand on change d'atmosphère, là, quand on est passé du Pérou à New York, on se fait un peu plaisir voilà, sur les bâtiments, la ville, surtout New York qui est quand même une ville assez voilà, enfin, j'allais dire bruyante, c'est pas, mais fourmilière, quoi, qui bouge, qui a beaucoup d'énergie. Donc c'est très intéressant, mais vous êtes un peu bloqué parce que même si vous lisez, que vous préparez des trucs, c'est très difficile, il y a trop d'éléments, en fait. Les chapitres, il y a trop d'éléments, il faut se mettre dedans, et c'est quand on est dedans au bout de quelques séances que enfin les joueurs, comme le maître de jeu, arrivent beaucoup plus facilement à se trouver, à être sur la bonne longueur d'onde et à vraiment faire des parties super intéressantes. Je crois que la partie qu'on a fait, on a dû jouer 3h20 à peu près, samedi, si je calcule bien. Et sur les 3h20 qu'on a fait de partie, il n'y a quasiment pas eu de temps mort. Dès qu'il y a un temps mort, les joueurs ils passaient un peu en mode élaboration, roleplay. Donc voilà, ils roleplayaient leurs personnages respectifs tout en élaborant des choses sur l'enquête, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer, quelles sont les menaces, etc. Et puis il y avait aussi la pression mise par le scénario et le meneur pour, voilà, pour faire faire un peu qu'il y ait ce petit côté un peu de tension, ce côté un peu thriller. Et ça fonctionne bien. Voilà, les règles, comme je dis, je découvre qu'en fait le basique, en fait, enfin, il faudrait que je revoie les vidéos de gars qui défoncent le basique, qui disent que c'est pas un bon système, etc. Et j'aimerais savoir, bon, je pense à peu près voir quels sont les reproches qu'ils font au système. Après, c'est peut-être des reproches qui n'ont pas lieu d'être si on s'interroge d'abord sur ce qu'on veut produire au cours d'une partie de jeu de rôle. Effectivement, si le but c'est de faire une simulation extrême en termes de fidélité, de risque, de chance de réussite, etc., c'est sûr que ça va pas être, à mon avis, un système très performant. Maintenant, dans le plaisir de mettre en scène une histoire avec des joueurs qui interprètent des personnages, qui essaient de résoudre une intrigue et des péripéties, je trouve que le système il fait vraiment le taf. Il y a moyen en plus, par la narration, de l'accompagner, de l'orienter. En fait, il n'y a pas, moi, certains systèmes qui sont plus performants sur le côté mécanique. Ce qui est gênant, une fois, c'est qu'à un moment, il y a une cassure entre la mécanique et la narration. J'ai un exemple très prégnant en tête.
si on parle des jauges de points de vie, qui sont des réserves d'énergie, en réalité, telles que définies, je crois, par Gygax et Arneson au début. On a un souci dans les combats avec Donjons et Dragons, parce que ce n'est pas parce que votre joueur perd beaucoup de points de vie qu'il a une grosse blessure. Donc vous voyez, la narration, c'est pas parce que tu perds 12 points de vie qu'il faut décrire un coup énorme. Parce qu'en réalité, si votre joueur il a 110 points de vie, 12 points de vie, c'est une égratignure pour lui. Alors que si votre joueur il a 6 points de vie, 12 points de vie, vous le mettez sur le carreau. Donc il y a cette dichotomie entre mécanique, et il y en a plein des exemples comme ça, je ne vais pas tous vous les faire, qui me font dire que finalement, sur certains systèmes qui brillent peut-être moins, hein, sous un premier regard, je m'aperçois qu'à la longue, et dans l'optique de jouer non pas un one-shot, mais vraiment une campagne, c'est bigrement efficace. Encore une fois, moi, l'appel, enfin, voilà, j'ai des périodes où j'ai beaucoup joué, après j'ai arrêté, là ça faisait plutôt presque 3-4 ans que je faisais essentiellement du médiéval, un peu de contemporain avec Vampire. L'appel, je comprends mieux maintenant que je suis dans la campagne, pourquoi on y revient. C'est quand même le côté enquête, trope, il fonctionne pour des gars qui ont un imaginaire tel que le nôtre et qui adorent faire des jeux de rôle. Je connais peu de rôlistes qui n'aimeraient pas un scénario de Cthulhu parce que le scénario propose. Alors que je connais, je pense, plein de rôlistes, vous leur proposez un certain type de scénario en médiéval, ils ne vont pas aimer. Il y a cette c'est lié au jeu lui-même, au trope du jeu, à l'univers du jeu. Il y a cette supériorité, je pense, de plus souvent faire des meilleures propositions en termes de scénario. Voilà, c'est exactement ça que j'avais en tête. Et ça me paraît finalement euh, très, très important. Alors voilà, ça va continuer. Prochaine partie, la dernière avant la rupture au mois d'août, on va s'arrêter un peu. J'espère qu'on pourra reprendre dès le début septembre. Prochaine séance encore à New York, encore dans la tête dans le guidon, parce que les événements s'accélèrent un peu pour les joueurs. Et on a fini sur un terrible cliffhanger. Je ne peux pas trop en dire, ou alors je laisse une minute pour les gens qui voudraient jouer la campagne. Déconnectez-vous, voilà, je laisse quelques secondes, parce qu'il va y avoir un petit spoil. Là, je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas faire autrement. Attention, encore quelques secondes, alerte spoil, c'est parti. Les joueurs ont fini par se rendre à la boutique Juju. Et là, ils sont un petit peu, enfin, ils n'ont pas été très performants dans la manière de s'y prendre. Deux d'entre eux se sont approchés et ces deux joueurs ont fini la tête dans un sac. Ils savent pas un coup sur la tête et puis la tête dans un sac vraisemblablement assommé ou je ne sais quoi au casse et vraisemblablement aussi prisonnier ou peut-être mort. Et ils auront la réponse le deuxième dimanche du mois de juillet. Je pense que voilà, pour les deux joueurs qui sont dans ce cas-là, je pense à Pizdi et à Johan Brown, je pense que là, ça va, le petit palpitant va fonctionner. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne suite. À bientôt, au revoir.